les GAFA et les médias. Je t'aime, moi non plus. C'est comme ça, Didier, que vous avez intitulé cette table ronde provocateur que vous êtes. Exactement, Jérôme. Bienvenue à vous. Vous me connaissez bien. Je vois que vous me connaissez bien parce que vous savez que les histoires d'amour finissent mal en général, hein, nous chantait Erita Mitsuko. Alors, comment finira cette histoire entre les médias et ceux qu'on appelle les GAFA, ou maintenant GAFAN, puisqu'on ajoute Netflix, en tout cas entre les médias historiques et les géants du numérique? Ce qui est sûr, c'est que leur histoire n'est pas un long fleuve tranquille, et pourtant cette histoire et cette relation, on va dire, est inévitable. Pourquoi? Tout simplement, c'est allé trop vite. C'est celle d'avant. Voilà, exactement. Pourquoi? Parce que les équipements des foyers français ont évolué ces dernières années, comme on peut le voir. D'ailleurs, cette présentation qui date d'il y a quelques mois a été réactualisée il y a quelques jours par le CSA. Nathalie Sonac peut nous le confirmer sur les taux d'équipement des foyers français. On voit que le téléviseur reste le premier moyen pour regarder des images, mais on voit également que le smartphone et aussi les tablettes et les ordinateurs, bien sûr, sont en taux de croissance. Un peu moins vrai pour les tablettes aujourd'hui, mais en tout cas, on voit que c'est en train de changer. Il y a un changement également, naturellement, dans la manière d'accéder à l'information. Ce moyen, c'est notamment, vous l'avez compris, les réseaux sociaux, les plateformes. Et quand on voit les chiffres aujourd'hui, on peut se poser en effet des vraies questions sur l'hégémonie qui est en train de prendre, que sont en train de prendre les plateformes, puisqu'on voit que Facebook, au milieu de l'année 2018, c'était 33 millions d'abonnés en France, plus de 2 milliards à travers le monde, et ensuite, vous voyez, 19 millions pour YouTube, WhatsApp 14 millions et demi, etc. Et puis, dernière chose, eh bien, ce sont les moteurs de recherche, bien entendu, qui eux-mêmes sont aujourd'hui un des premiers moyens pour accéder à l'information, au contenu. Et vous voyez que ce sont les chiffres de médiamétrie du mois de septembre. On voit que Google, largement en tête, avec plus de 50 millions de visiteurs uniques par mois, et surtout plus de 34 millions d'utilisateurs par jour en moyenne, devant Facebook et YouTube. Et il faut aller beaucoup plus bas pour commencer à avoir un premier site de médias à proprement parler. Pas de réaction sur ces statistiques, Hervé Rony? Parce que quand je fais une grimace, ça vous incite à... J'ai été étonné qu'il n'y ait pas Twitter. Qu'il n'y ait pas Twitter? Si, il y a Twitter. Bon, je ne l'ai pas vu, alors pardon. Autant pour moi. Pardon. Twitter, si ça s'arrête, Twitter a 10 millions, un peu plus de 10 millions en France. Donc, conséquence de ce phénomène, aujourd'hui, 97% des Français disent regarder un titre de presse chaque mois, 41% seulement ne le font plus que sur le papier. Et donc, ça veut dire qu'il y en a quand même 59% qui le font sur le papier et sur un écran, ou exclusivement sur un écran. C'est le cas aujourd'hui d'un tiers de la population française. Et puis, on voit les révolutions également dans les modes de consommation de la télévision, puisque les derniers chiffres de médiamétrie montrent qu'il y a aujourd'hui 5 millions de Français qui regardent la télévision tous les jours sur un écran Internet, donc autrement que sur un téléviseur. Sur ces 5 millions, 2 millions ne le font exclusivement aujourd'hui que sur un écran de smartphone ou un écran d'ordinateur. On voit donc que cette histoire d'amour, je dirais qu'elle est presque inévitable, en tout cas, puisque d'un côté, il y a les producteurs de contenu, de l'autre côté, il y a ceux qui ont l'audience. L'idée, c'est d'organiser ce rendez-vous. On s'unit parfois pour le meilleur et puis parfois pour le pire. C'est souvent aussi le cas. Et donc, est-ce que c'est une idylle? Est-ce que c'est de l'amour vache? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, dans Je t'aime moi non plus, il y a Je t'aime, l'union des deux. Est-ce que c'est une belle opportunité, Nathalie Sonac, du CSA? Bonjour à tous, merci déjà pour votre invitation. Oui, je pense que c'est d'abord Je t'aime. Donc c'est Je t'aime moi aussi. On verra certainement par après le moi non plus. Mais c'est Je t'aime moi aussi, et véritablement dans les deux sens. C'est-à-dire que les médias ont besoin des GAFA. Ce qu'on sait et ce que l'on voit, c'est que le numérique, et il est quand même bon de le rappeler ou toujours le dire, c'est une formidable opportunité pour les téléspectateurs, pour les éditeurs, pour tous. C'est un volume de programmes qui a explosé. Ce sont des fenêtres d'exposition qui se sont multipliées. On voit aujourd'hui, et d'ailleurs vos chiffres le montrent très bien, l'illustrent parfaitement,
On constate que les plateformes sont des relais de croissance en matière de développement, d'innovation. Ce sont des guichets supplémentaires, ce sont des outils de distribution, des outils de promotion. Donc on voit bien ce que peut apporter, ce qu'apportent les plateformes, donc les GAFA, aux médias. Et dans le même temps, les GAFA ont aussi besoin des médias. C'est pour ça que c'est d'abord Je t'aime moi aussi. Parce que déjà, on n'a jamais eu une telle appétence pour les programmes audiovisuels, pour les contenus en général, et ça ne faiblit pas. Et que les contenus sont véritablement le seul moyen, ou en tout cas un des moyens essentiels pour capter l'audience. Et c'est véritablement au cœur de l'écosystème, du modèle d'affaires qu'ont les GAFA. Alors c'est surtout vrai pour Google, c'est vrai pour Facebook, c'est moins vrai pour Apple ou Amazon, mais en tout cas c'est au cœur de leur modèle économique. Ensuite, parce que produire un contenu, c'est un véritable métier que les GAFA n'ont pas. Et donc ils vont chercher des partenariats avec les médias, petits, moyens, gros, pour justement aller chercher des fournisseurs, des fabricants des contenus, et mettre à disposition la technicité, la technique, la technologie qu'eux ont, au profit des créateurs. Donc on voit bien que les GAFA continuent encore d'externaliser l'activité de création. Et puis enfin, ce qu'on peut dire, la raison pour laquelle les GAFA ont largement encore besoin des médias, c'est que les médias en général, les médias français ici qui nous intéressent particulièrement, et les médias historiques sont des marques, donc ce sont des marques qui sont connues, et ça assure des contenus à la fois qui sont fiables pour les GAFA, mais aussi des contenus de qualité. Donc on voit bien que les deux catégories d'acteurs que sont les GAFA et que sont les médias, c'est vraiment une relation de, alors pour reprendre vos propos, d'amour. Les uns ont besoin des autres et réciproquement. Alors, Bénédicte Autré, alors vous représentez les GAFA. Je voulais vous remercier d'ailleurs parce que rares, généralement, sont les représentants des GAFA qui acceptent de participer à ce genre de rencontres, à ce genre de débat et à se confronter sans doute à ceux qui ne sont pas du même avis. Donc merci d'être avec nous. Moi, je vous renvoie... Quand on a préparé le débat, vous m'avez fait une vraie déclaration d'amour, pas à moi, mais aux médias. Et vous avez dit d'ailleurs que pour vous, c'était important que les médias se portent bien, que les médias se développent et que Google les aidait d'ailleurs à développer un certain nombre d'outils pour les aider à se développer. Ah, complètement. Donc, tout d'abord, je vous renvoie le merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être ici. Et je rejoins Nathalie sur ce qu'elle disait. Effectivement, pour nous, nos futurs sont vraiment, vraiment liés. Et ça vient du fait qu'en fait, nous organisons l'information de qualité. Et donc, c'est un service que nous fournissons à nos utilisateurs. Et donc, c'est notre intérêt d'avoir que ces acteurs de l'information de qualité soient pérennes sur le futur pour que cette information de qualité soit toujours là et que nous puissions fournir ce service à nos utilisateurs. Et donc, effectivement, vous me donnez l'opportunité de parler. Donc déjà, pourquoi ? C'est simplement... deux choses, et je rejoins ce que Sybille disait ce matin en introduction, c'est nous avons besoin d'acteurs forts pour la démocratie dans nos sociétés. Donc c'est peut-être un grand principe mais c'est vraiment quelque chose qui nous gouverne chez Google. Et le deuxième point, c'est le business. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si nous n'avons pas d'information de qualité, notre moteur de recherche va péricliter. Donc nos futurs sont liés. Et de la façon dont on fonctionne avec ça, c'est vraiment en partenariat. Et donc c'est pour ça que nous avons lancé la Google News Initiative au mois de mars, qui est finalement le grandissement de la Digital News Initiative qui a été lancée en Europe. Et ça, vraiment, nous, tous ceux qui sommes en Europe, qui avons travaillé sur ce projet, nous sommes très fiers de ça. Vous pouvez expliquer un peu ce qu'il y a derrière ces appellations ? Oui, tout à fait. Donc, la Google News Initiative, c'est vraiment ce panel ou cet éventail d'initiatives pour aider et apporter la technologie au service des médias. Et donc, la façon dont on travaille, c'est sur un modèle de groupe de travail. Et on ne peut apporter des solutions que si on est en phase de dialogue. Donc en fait, on a utilisé les membres fondateurs du DNI, du Digital News Initiative européen, pour avoir ce dialogue avec nos chefs de produits. Et qui regroupe à peu près 80 éditeurs, c'est ça, non ? C'est cette structure ? Il y a plus que ça en Europe, mais le comité des fondateurs, c'est 8.
Donc c'est le FT, c'est le Guardian, c'est El País, La Repubblica, Die Zeit, NRC Media en Hollande et en France, c'est Les Échos. Donc voilà, et on a utilisé ce petit groupe pour avoir cette conversation constructive. Et de là est sorti AMP, YouTube Player for Publisher, donc le player de YouTube que vous pouvez mettre sur votre propre site, et plus récemment Subscribe with Google, qui est un outil pour faciliter et enlever la friction pour capter des abonnés. Recruter des abonnés. C'est ça. En effet. Martin Azdari, vous représentez, on va dire, le ministère de la Culture, vous dirigez la Direction générale des médias et des industries culturelles. Quel bilan vous dressez aujourd'hui de 20 ans, on va dire, quasiment de révolution numérique, si on pouvait dresser un état des lieux aujourd'hui sur ce partenariat, comme on le dit, entre GAFA et médias? Merci beaucoup. En quelques minutes, un bilan de 20 ans de révolution numérique, ça va être difficile. Par rapport à la question posée, déjà, il faut, je pense, essayer de préciser ce dont on parle. La révolution numérique et les GAFA, ce n'est pas exactement la même chose. Et puis après, évidemment, au sein des médias, il y a les producteurs d'information traditionnels, les producteurs de divertissement. Une partie des GAFA, on y reviendra, sont eux-mêmes, d'ailleurs, devenus des médias et des producteurs de news, d'entertainment. Donc les frontières ne sont pas aussi simples que ça. Ce à quoi on assiste depuis 20 ans, c'est effectivement l'émergence d'acteurs globaux, au sens américain du terme, des acteurs puissants, qui ne sont pas identiques, ce sont des moteurs de recherche, ce sont des plateformes de partage de contenu, ce sont des marketplaces, des places de marché, pardon, hein, comme Amazon. Ce sont oui, moteurs de recherche, réseaux sociaux, marketplace. Il y a toutes sortes de fonctions, mais qui ont en commun, par rapport à la place qu'avaient les médias traditionnels, qui étaient au cœur de leur chaîne de valeur en tant que producteurs d'informations et maîtres de la distribution de ces contenus, on a des acteurs qui ont pris la place dans la distribution, dans le contact avec la population, avec des moyens financiers considérables, avec une innovation considérable qui bénéficie à tout l'écosystème, et ça, il faut s'en réjouir, mais également une captation des ressources commerciales, une captation de la valeur que produisait cet écosystème il y a 10 ou 20 ans, qui est terrible, en tout cas pour les médias qui n'arrivent pas à s'adapter. Donc il y a d'abord une fonction, je dirais, de maîtrise de la distribution et du contact avec le public grâce à une innovation formidable et qui s'appuie sur l'évolution des usages et qui l'alimente. Et ça, c'est un mouvement dont il faut prendre acte, se réjouir en partie, réguler les conséquences, c'est là où on essaie d'intervenir, mais on ne peut pas espérer le contrarier ou l'infléchir, ça serait être rétrograde. Et puis il y a un second mouvement qu'on observe plus récemment par rapport aux médias et à l'industrie des médias, c'est la remontée dans la chaîne de valeur. C'est soit la désintermédiation des acteurs traditionnels. On peut par exemple penser que Netflix, c'est de la distribution directement à la création de contenu, et puis les chaînes qui sont au milieu des marques qui prescrivait peut-être demain, dira-t-on, eh bien, cette désintermédiation-là, elle a comme conséquence potentielle de supprimer un des maillons aujourd'hui essentiels, ou alors il y a une activité qui peut être pour des acteurs, on peut penser à d'autres dotés de puissance financière considérable qui vont acquérir, acheter, nouer des partenariats avec les producteurs traditionnels de contenu pour renforcer leur offre, sa crédibilité, sa qualité. Donc on a une très grande mosaïque de situations, mais on a un rapport de force qui s'est totalement inversé, ou du moins des acteurs qui ont pris la place, qui se sont imposés notamment dans la concurrence, qui sont des prescripteurs uniques, qui sont des gatekeepers, qui vont orienter, prescrire les usages au quotidien d'une population qui est confrontée à une abondance de contenu. Et donc la prescription appuyée, encore une fois, sur des outils technologiques extrêmement performants, elle est essentielle. Et ça pose pour nous, pouvoir public, des questions de diversité culturelle, évidemment, et des questions de pluralisme de l'information, des questions aussi de qualité de l'information. Peut-être on y reviendra. C'est une des questions avec la viralité d'informations de qualité variable, la déstabilisation potentielle des démocraties. On a toute cette série de questions donc économiques, démocratiques, citoyennes qui se posent à nous et auxquelles on essaie de répondre par de la régulation. Ben vous avez résumé ces 20 années, vous voyez. Hervé Rony, vous dirigez la SCAM, donc là vous êtes du côté des droits d'auteur, la Société civile des auteurs multimédia. En plus, vous avez un parcours qui fait que vous connaissez quand même pas mal ce qui s'est passé dans le numérique, dans les médias, dans la musique aussi.
Et vous, avec la SCAM, vous trouvez des accords avec ces GAFA. Il y a eu un accord notamment avec YouTube. Alors, oui, vous avez raison. C'est pour ça que je t'aime moi non plus, ça ne me va pas trop mal, parce qu'il y a une partie où on pourrait se dire, si j'étais optimiste, et je suis d'un caractère optimiste, que finalement on a des accords aujourd'hui avec YouTube sur, pour les YouTubeurs. Puis en même temps, vous me parlez de YouTube et je suis assez troublé, je le dis devant vous, je suis extrêmement troublé de la vigueur, pour ne pas dire plus, et de la désinformation, par exemple, que YouTube entretient en ce moment sur la directive droit d'auteur. Donc il y a une ambiguïté permanente des grands opérateurs style GAFA, des GAFA, sur « on vous aime beaucoup, vous, les créateurs de contenu », enfin j'aime pas ce mot, mais ceux qui essayent de créer des œuvres, et puis les prises de position internationales de ces messieurs et de ces dames qui dirigent ces grands opérateurs internationaux. Et c'est fâcheux. Je le dis comme je le pense, c'est extrêmement fâcheux. On ne peut pas d'un côté venir nous expliquer qu'on est les plus grands partenaires des industries culturelles. Je pense à Google, au siège que Google a créé à Paris vis-à-vis des industries culturelles, ce que vous venez de dire, ce que dit YouTube, et puis avoir des grandes déclarations qui sont souvent incendiaires, bien écrites, mais incendiaires à Bruxelles. C'est pas possible. Vous pensez notamment à ce qui s'est passé en début de semaine ? Excusez-moi. Oui, bien sûr, mais de façon générale. La directive droit d'auteur qui est en discussion en ce moment dit des choses simples et de bon sens. En gros, elle dit, quand on exploite une œuvre, on verse des rémunérations à ceux qui les réalisent, qui les produisent. C'est aussi simple que ça. Alors, soit YouTube et les autres sont de vrais partenaires sincères de la création, et à ce moment-là, je ne vois même pas de quoi on parle. On devrait être tous ensemble dans le même paquebot, parce qu'on est quelque part dans le même paquebot. Et moi, je fais partie de ceux, à titre personnel, qui a toujours été un peu agacé du discours anti-GAFA primaire. Vous savez, à une époque, il y avait, les plus anciens d'entre nous se rappellent de l'anticommunisme primaire. On était forcément anticommuniste primaire. Donc vous avez des anti-GAFA primaires. Je trouve que c'est un peu court intellectuellement, parce que si on critique aujourd'hui Facebook, Netflix, c'est pas un GAFA. On met des moteurs de recherche, il y a des plateformes SVOD. Quand on met GAFA, on met un peu tout dans le même sac. Il n'empêche que s'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas été capable en Europe d'avoir suffisamment de réflexion sur l'innovation et la recherche et sur les usages pour le faire. Le CSA y réfléchit beaucoup, il faut le reconnaître, mais bon, donc il y a une vraie difficulté. Donc la recherche que nous avons avec les GAFA, c'est d'étendre aux GAFA l'écosystème dans lequel nous évoluons en France et qu'on a un peu de mal parfois à exporter en Europe. Il faut le reconnaître, hein, l'Europe à 28 aujourd'hui, c'est pas, si j'ose dire, pardon de l'expression un peu très, c'est pas du gâteau en ce moment. Donc la difficulté que nous avons, c'est simplement, et la recherche que nous avons, c'est de créer un écosystème. En gros, c'est quoi l'écosystème sur lequel repose le modèle français? J'aime pas dire ça, parce que si on dit ça, on va nous dire, oui, mais ça y est, vous voulez exporter un modèle français. C'est de dire, en fait, il y a une participation de ceux qui diffusent de la culture à la création, donc des quotas. La directive SMA prévu un quota de 30% sur les plateformes SVOD. Bon, c'était 50% 89, hein, ça m'amuse. Hein. L'Europe n'est pas capable de dire 50, hein, elle dit 30. Hein, c'est quand même pas extraordinairement volontariste. Donc mais ça, ce sont les expositions des œuvres d'origine européenne. On rémunère des auteurs, on rémunère des créateurs. Là, le modèle sera clair. Et une dernière chose, parce que la taille gigantesque de ces opérateurs leur crée des devoirs. Il faut arrêter. On ne peut pas être... Enfin, vous vous rendez compte que la valorisation boursière des 5 principaux opérateurs GAFA, c'est le PIB de la France. Enfin, il faut quand même, à un moment donné, tant mieux, mais il y a un moment donné, il y a quelque chose qui ne tourne pas. Donc ça crée des obligations. Ça ne peut pas ne pas en créer. Et quand je vois que Bruno Le Maire fait un travail formidable avec la commissaire Margrethe Vestager pour essayer juste qu'il y ait une concurrence fiscale juste, hein, et que l'Irlande et notamment les Pays-Bas arrêtent de faire la courte échelle pour que ces sociétés-là payent le moins d'impôts possible. Je ne dis pas que c'est illégal, elles en payent le moins possible. Je n'ai pas dit qu'elles sont dans l'illégalité. C'est désespérant. Donc il y a un moment, oui, on est amis, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas avec ces opérateurs qui ont fait des choses extraordinaires, on n'avait qu'à les faire, hein, le moteur de recherche de Google, après tout, voilà, il est né en Californie, très bien. Donc ça, chapeau. Mais maintenant, non, on sera extrêmement ferme et on ne lâchera pas, enfin, je pense d'ailleurs les pouvoirs publics ne lâchent pas, cette nécessité de réguler tellement on a en face de nous des opérateurs trop puissants pour ne pas être régulés. Voilà, c'est pas de les empêcher de tourner en rond. C'est ça, je crois, les enjeux. Donc on sent déjà qu'il y a quelques nuages sur cette histoire idyllique, Hervé.
Nathalie Sonac, vous vouliez réagir. Oui, parce qu'on est véritablement dans Je t'aime, le moi non plus. Donc, le moi On non est plus, rentré directement dans le moi non plus. L'histoire d'amour a été brève, on va le dire. Non, elle n'est pas brève, mais elle connaît des hauts et des bas, et on est dans une période de très très bas. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les chaînes de télévision, notamment, puisque dans le secteur de l'audiovisuel, et ce dont on s'aperçoit, c'est que les GAFA exercent une pression extrêmement forte. Une fois encore, il faudrait presque rentrer dans la technique, mais du fait intrinsèquement de leur modèle économique, donc ça génère des effets de réseau très puissants, des effets d'échelle, ils diversifient très largement, ils ont un développement qui est international, et de facto, et on sait très bien que dans le numérique, la taille est un élément déterminant. Donc c'est un premier point. Ensuite, ils ont un modèle qui est centré sur un accès qui est uniquement gratuit au contenu. C'est pour ça que je ne mettrai pas du tout dans les GAFA, je mettrai non pas un N pour dire GAFAN, mais un M en pensant à Microsoft, mais en aucun cas à Netflix, parce que Netflix n'est pas une plateforme au sens de Google, Apple, Facebook. Netflix s'apparente finalement à ce que peut être un vidéo à la demande SVOD, donc payant, et c'est Canal Play. Donc c'est ça, Netflix, il est extrêmement puissant, ce qui n'enlève rien, mais néanmoins, il n'a pas le même modèle économique. Et pas les mêmes obligations. Et alors, on y reviendra effectivement. Donc c'est un second problème, c'est que d'une part, ça capte tout le marché publicitaire, et par ailleurs, 80% de la croissance de ce marché publicitaire est captée uniquement par deux acteurs des GAFA. Donc les GAFA bénéficient, et là on rentre dans le dur, à la fois d'asymétries qui sont des asymétries réglementaires et ensuite des asymétries fiscales. Donc la grosse difficulté, c'est ce que Bénédicte soulignait très bien en un mot, comme quoi toujours l'esprit anglais est toujours extrêmement efficace, c'est démocratie et business. Et là, c'est là qu'on est dans le dur, parce que les GAFA occupent une position qui est une position hégémonique. Donc ça se concentre verticalement, ça se concentre horizontalement parlant, et dès lors, ils occupent une position qui fait qu'ils exercent à la fois une pression sur les fournisseurs, qui, in fine, ne donnent plus la capacité d'aller voir ailleurs, et sur les consommateurs, où, in fine, ils ne donnent plus la capacité à celui qui a envie de consommer ailleurs de sortir de leur modèle. Et je pense que c'est là qu'intervient business et démocratie, c'est que, quand les chiffres que vous avez rappelés, 2,2 milliards d'utilisateurs de Facebook, c'est la première plateforme d'accès à l'information. 71% des 15-34 ans consultent quotidiennement l'actualité via les réseaux sociaux. C'est là que ça pose une difficulté, c'est que clairement, elles occupent une position dans l'agora publique qui fait qu'elles doivent absolument participer, selon nos valeurs, et je ne pense pas que ce soit les valeurs françaises, mais ce soit les valeurs européennes, elles participent intrinsèquement à nos démocraties. Dès lors, on doit veiller à ce que leur modalité de fonctionnement, et notamment quand on a une position hégémonique, c'est toujours d'un point de vue concurrentiel évidemment extrêmement dangereux, à ce qu'elles rentrent dans les clous. Ce ne sont pas les clous juste parce qu'on a des valeurs d'exception culturelle, même si c'est évidemment fondamental. Ce sont des valeurs démocratiques. On ne peut pas laisser le pouvoir entre les mains de quelques-uns agir sur des vecteurs de démocratie. Et ça, c'est là que c'est fondamental. Mais on a beaucoup avancé, peut-être juste un tout petit mot, pardon. On a beaucoup avancé. Alors, la directive du droit d'auteur, moi je pense plutôt à la directive SMA, donc de services de médias audiovisuels, où les médias, et là la co-régulation est fantastique, et on arrive avec les plateformes. C'est pour ça que je sors du moi non plus pour revenir à aussi Je t'aime, parce qu'on a beaucoup avancé. Les plateformes participent, sont entrées dans le champ de la régulation, donc on a beaucoup d'échanges avec elles, et elles ont des obligations qui ne sont pas encore les obligations que nous souhaiterions, parce qu'il faut aussi qu'on se mette d'accord à 28, c'est pas forcément évident, mais on a beaucoup avancé, et là l'Europe a marqué des points, et elle n'a pas marqué des points toute seule, elle a marqué des points avec les GAFA. Bénédicte, vous voyez qu'il y a quand même la liste, j'ai l'impression d'être, vous savez, l'entremetteur qui essaie de réconcilier un couple, sauf que là ils sont trois. Non, vous n'allez pas parler toute seule au nom des GAFA, mais du côté de Google, non, mais... on voit bien, et ce que disait Véronique tout à l'heure, il disait, votre puissance crée des obligations. Comment vous percevez ce message ? Mais complètement. Et on est tout à fait conscient que nous avons des obligations et nous voulons faire partie du débat et de la construction ensemble. Donc il y a 2 points sur lesquels je voudrais rebondir. Déjà, les droits d'auteur. Donc clairement, nous sommes partisans d'une réforme du droit d'auteur
C'est à l'ère du numérique. Donc ça, je veux dire, on est partisans. Le seul bémol que je mettrais, c'est que nous sommes conscients des conséquences inattendues qu'une telle réforme peut apporter sur des points précis du texte. Donc après, on peut en débattre. C'est pas. On est là pour ça. Mais à la limite, en ce moment, il y a plusieurs textes qui sont sur la table et c'est discuté. Et donc nous, notre rôle, ça sera de s'asseoir à la table et d'être en mode de partenariat une fois que le texte sera décidé. Pour l'instant, c'est trop tôt pour faire un commentaire sur ce texte. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, sur le modèle économique et de la publicité. Donc il y a deux choses. Déjà, les graphes que vous avez présentés tout à l'heure montrent bien un bouleversement aussi des modèles économiques. Donc les médias papier avaient aussi, il ne faut pas oublier, un revenu qui était sur les... Et alors là, je suis désolée, mon anglicisme va... Les classified, donc c'est tout ce qui est... merci, petites annonces. Et j'ai noté sur votre graphe que Le Bon Coin arrive en 6e position. Exactement. Donc voilà, il y a déjà ça aussi qui fait partie de la pression sur les revenus des médias. Et le deuxième point, c'est que vous avez mentionné donc les deux acteurs, donc Facebook et Google. Moi, je voudrais dire, on est très différent de Facebook dans la mesure où sur le cœur de métier des médias, qui est les annonces publicitaires display, nous sommes uniquement un outil. Et donc, ce que souvent on oublie, c'est qu'on est en modèle de partage de revenus. C'est-à-dire que les médias qui choisissent d'utiliser nos outils prennent la majorité du revenu. Donc c'est minimum 70%, et ça peut même aller jusqu'à 95% sur les plateformes de marché privé sur la publicité. Donc voilà, c'était les deux points que je voulais faire sur la publicité. Martin Ajdari, vous vouliez réagir également sur ces obligations, oui, et peut-être sur ce qui est en train aujourd'hui, les chantiers qui sont en cours? Oui, absolument. Merci beaucoup. Sur le partenariat, encore une fois, on est tout à fait d'accord que par ailleurs, sur une directive droit d'auteur qui a deux dispositions centrales pour les questions dont on parle aujourd'hui, l'article 11 qui porte la création d'un droit voisin pour les éditeurs de presse qui vise à ce que les contenus de presse présents en ligne soient rémunérés à du hauteur de leur valeur, et ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, et puis une série de dispositions qui visent à traiter ce qu'on appelle le value gap au niveau des créateurs en général, et qui visent plutôt les créateurs de musique, mais pas forcément seulement, mais pas que absolument, qui est donc prévu à l'article 13 et qui donne lieu à des débats. Que chaque acteur fasse part de son analyse des impacts, des conséquences des dispositions en débat, c'est bien. Ce que fait Google va un petit peu au-delà quand votre responsable de la presse, qui est un homme par ailleurs extrêmement intéressant, indique que si la disposition de l'article 11 était adoptée en l'état, Google fermerait ses services Google News en Europe. C'est un peu une forme de façon de faire pression qui va un peu au-delà de l'analyse des conséquences, qui est plutôt une forme de chantage, comme on a pu le voir en Espagne ou en Allemagne. Que chaque acteur se prononce n'est pas illégitime, mais on est quand même aux limites de du dialogue sur les conséquences et un peu sur le rapport de force. En tout cas, pour nous, ce qui se passe au niveau européen, les pouvoirs publics, le monde de la création s'y est fortement investi, est extrêmement important du point de vue français. Il y a la directive copyright, droit d'auteur, qui est un point extrêmement important. Il y a plus généralement, sur l'aspect moins business et plus démocratique, la question de la responsabilité des plateformes, qui est une question qui n'est pas simple. Les plateformes, ça ne concerne pas tous les GAFA et pas de la même façon, ont pu bénéficier, ça c'est un point central depuis 2000, d'un statut d'irresponsabilité, de safe harbor, comme on dit en bon français, qui consiste à considérer que ce sont des intermédiaires techniques qui sont porteurs d'innovation et que pour leur permettre de se développer, il faut un environnement sûr juridiquement pour ces plateformes, et que comme elles portent des contenus qui sont
mis en ligne par d'autres, ce n'est pas elles qui sont responsables. Hébergeurs, ce qu'on appelle Elles sont un peu hébergeurs. Mais on voit bien que ce statut qui a été créé pour des hébergeurs dont on veut favoriser le développement et l'innovation, il est totalement dépassé lorsque certains de ces acteurs des réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans l'accès à l'information. 70% des jeunes Français de 15 à 25 ans, on a fait une étude récemment, s'informent d'abord à travers les réseaux sociaux. Ils ont un rôle considérable. Je ne reviens pas sur les scandales de type Cambridge Analytica, sur les imputations d'influence à certains réseaux dans les campagnes électorales récentes du Brexit ou de l'élection américaine de 2016. Donc on a un sujet central et il y a un besoin de reconnaissance de cette responsabilité qui n'est pas contestée, je crois, sur le principe par les acteurs en question. Et effectivement, on développe ce qu'on appelle des démarches de co-régulation. Parce qu'on ne peut pas réguler un intermédiaire, même s'il est très puissant, s'il a un rôle d'éditorialisation ou de quasi-éditorialisation. On ne peut pas avoir la même régulation que le CSA, là, avec les chaînes de télévision en matière éditoriale. Mais néanmoins, on travaille à des échanges de bonnes pratiques, des chartes de conduite, des engagements de retrait de contenu illicite. Et ceci est à l'œuvre aussi bien dans la loi sur les manipulations de l'information qui a été votée hier, qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires et parfois de critiques, notamment sur les procédures juridictionnelles qui permettent de faire retirer des contenus. Mais cette loi, elle a apporté notamment une avancée considérable que personne n'a contestée, c'est la mise en place, la reconnaissance en France d'un devoir de coopération des plateformes en matière de lutte contre les manipulations de l'information. C'est également ce qui est prévu par la directive SMA s'agissant des contenus dangereux, incitant au terrorisme, des contenus haineux, des contenus contenant des aspects de pédopornographie. Tous ces aspects-là pourront désormais être régulés dès lors qu'ils sont véhiculés par des plateformes de partage de vidéos, par des réseaux sociaux, pourront être régulés par les régulateurs audiovisuels dans un souci de protection des publics et en recourant à ces modes de régulation nouveaux. Pour finir, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a souvent, et ça renvoie aux différents aspects du débat, coutume de dire que, et ça a ses limites, que les Américains innovent, les Asiatiques reproduisent, c'est de plus en plus faux et fort heureusement, et les Européens régulent. Et c'est pas, je dirais, c'est pas très élogieux pour les Européens. Néanmoins, on constate que partout dans le monde, il y a une vraie attente en termes de régulation, y compris aux États-Unis, y compris d'ailleurs certains des acteurs eux-mêmes disent oui, il faut qu'il y ait une régulation pour qu'on trouve notre place dans la société, vu notre responsabilité, et que ce qui se passe en Europe, c'est vrai pour le RGPD, la protection des données, c'est vrai pour le droit d'auteur, et regardé et attendu par le monde entier, parce que les enjeux démocratiques, les enjeux business, mais derrière le business, c'est de la diversité, c'est de la capacité à financer le pluralisme des opinions et de l'information. C'est un enjeu dont tout le monde prend conscience au niveau mondial. On n'est pas parfait ni en France ni en Europe, mais on a, je crois, aujourd'hui une initiative, un ensemble d'initiatives qui sont extrêmement porteurs. Ce sont des initiatives en partie discutées, co-élaborées avec les partenaires économiques majeurs avec lesquels nous discutons. Puis il y a une partie de rapport de force ou de régulation qui est un peu unilatérale. Il faut aussi ne pas y renoncer, même si ce n'est pas la voie qui est privilégiée. Hervé, Rony, deux choses. J'ai vu tout à l'heure que vous réagissiez quand on parlait d'hébergeurs, de responsabilité des hébergeurs. Et deuxième chose, pour rebondir sur les propos de Bénédicte Autré tout à l'heure, on voit que Google n'est pas fermé à une discussion sur le droit d'auteur. Mais est-ce que, d'un autre côté, vous défendiez tout à l'heure le concept à la française du droit d'auteur, en disant que même il pourrait s'exporter, il ne s'exporte pas, même pas facilement au niveau de l'Europe, toujours. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi que la France évolue sur cette notion de droit d'auteur ? Je vais être un peu conservateur. Je vais vous dire que non, parce que le modèle français du droit d'auteur est un modèle remarquable. Là, il y a un moment donné, et ça pose une question de l'harmonisation en Europe, elle peut se faire par le bas, de temps en temps, elle peut essayer de se faire par le haut. S'agissant du droit d'auteur, très sincèrement, il y a des moments où la France n'est pas forcément exportable. Je pense quand même que le modèle droit d'auteur, qui consiste fondamentalement à ce fameux principe qui reste moderne, parce qu'on nous a fait croire dans les années 2000, je suis bien placé pour me souvenir, parce qu'aujourd'hui c'est presque idyllique par rapport à la période des années 2000 avec la piraterie musicale. Hein. Bon, moi j'ai vécu le pire. Et le principe, le vieux principe de Beaumarchais selon lequel une œuvre mérite rémunération dès lors qu'elle est exploitée, vue, entendue, reste mais moderne, enfin intemporel, voilà, intemporel. Parce qu'on a essayé de nous faire passer, et y compris certains GAFA, mais pour des mastodons, des bisons, enfin des animaux préhistoriques.
Bon, c'était ridicule, des fossiles, voilà. Aujourd'hui, il s'agit de quoi? En effet, de reconnaître qu'il n'y a pas que des hébergeurs, que même des moteurs de recherche qui indexent, alors je ne parle pas des liens hypertextes, c'est compliqué, les hyperliens, bon. Mais quand vous connectez quelqu'un à une œuvre, quand vous lui donnez la possibilité de voir une vidéo, et sur Facebook, par exemple, il y a un truc très intéressant, il y a Brut. Et Brut, c'est, moi je suis désolé, c'est le répertoire de la SCAM. Il y a des journalistes qui se disent, mais c'est quoi Brut? C'est exactement le répertoire de la SCAM. Donc j'ai écrit une jolie lettre à Laurent Soli, qui ne se précipite pas pour me fixer le rendez-vous que je lui ai demandé poliment. Laurent Soli étant le patron français de Facebook en France. Mais il va bien falloir qu'on se parle. Donc, ce que je crois, c'est que je suis toujours un peu pessimiste à court terme parce que, justement, je ne reviens pas sur les campagnes actuellement de Google et de YouTube à Bruxelles, mais quand même, on en prend un peu plein la figure. Et je suis un peu d'accord avec Martin. Et pardon pour vous, c'est pas personnel, mais c'est vrai que parfois, ça ressemble plus au rapport de force et au chantage qu'au débat intellectuel. Mais à moyen terme, je suis plutôt assez optimiste. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a la propriété artistique, mais ce que disait Nathalie, ce que viennent de... On est tous d'accord, sur le plan démocratique, on ne peut plus, ce n'est pas supportable d'avoir des réseaux où on est insulté, injurié, on peut être pédophile, on peut être... Enfin, on peut, je me comprends, où on pourrait être raciste, antisémite, homophobe, avec une relative décontraction. C'est pas supportable. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à certains égards, est géré de façon beaucoup plus, même dans l'esprit civil, c'est ça qui est frappant, mais c'est un sujet un peu citoyen, est géré de façon finalement plus désinvolte que si on faisait la même chose dans la rue. Il y a quelque chose de très troublant. Et ce que je crois, c'est qu'à moyen et long terme, il y a une prise de conscience démocratique, et là, on est tous d'accord, enfin, j'ose l'espérer, et là, qui fait que cette régulation n'est pas simplement une régulation pour empêcher un opérateur d'exister. Ça, moi, je trouve que c'est une très mauvaise façon d'agir. Il faut dépasser cette idée qu'on serait là pour empêcher un très gros acteur, très puissant, d'agir et de faire son métier. Moi, je ne suis pas là pour empêcher quelqu'un de faire son métier, je suis là pour lui dire, vous avez des responsabilités telles qu'une régulation, et pas que la co-régulation, il faut un mélange des deux. Et ce que je crois, c'est qu'il faut une régulation par les États, et une co-régulation, comme il y en a d'ailleurs dans l'audiovisuel classique, il y a des choses qu'on traite avec les télévisions, on passe des accords, des contrats, voilà, il y a des tas d'éléments. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Je crois que c'est un élément essentiel. Il faudra évoluer aussi sur la responsabilité. Je termine une dernière chose sur la responsabilité, la piraterie, c'est très important. Ma présidente s'appelle Julie Bertuccelli. Son père était Jean-Louis Bertuccelli, un cinéaste. Son film, un film de son père, fait partie des films qui sont piratés sur YouTube avec bonheur. Le parcours du combattant dont Julie Bertuccelli m'a parlé, pour arriver à faire retirer quelques-uns des liens, seulement quelques-uns des liens qu'elle a repérés, toute seule, où elle doit démontrer par un dossier qu'on n'oserait même pas imaginer émaner de l'administration française, que YouTube lui demande pour justifier qu'elle est bien la fille de Jean-Louis Bertuccelli et que le même Jean-Louis Bertuccelli est bien titulaire des droits dont elle a hérité, je vous assure, c'est pas une blague, c'est pas anecdotique. Il faut qu'on en sorte aussi de ça. Voilà. Donc, c'est pas une attaque contre YouTube, c'est juste de dire à un moment donné, voilà, tout ça fait partie d'une régulation de manière à ce qu'on se montre aux gens de bonne compagnie à un moment donné. Parce que c'est ça, au fond.